C'est intéressant parce que, pour rebondir sur ce que vient de dire Régis, tu parles de la vie et de l'observation du monde réel, et en même temps tu as dit que tu avais commencé par relire des textes dans le train et que ça t'a donné envie d'écrire. Donc en fait, moi ce que j'entends, c'est la manière dont les deux s'articulent, le rapport au monde réel et puis la connaissance qu'on a comme lecteur des codes également. Et on sait que la naissance de l'œuvre de Tolkien la plus connue, donc Le Hobbit publié en 1937 et Le Seigneur des Anneaux en 54-55, c'est une naissance très paradoxale puisque, vous connaissez peut-être l'anecdote, mais un jour Tolkien corrigeait les copies et un étudiant laisse une copie blanche et Tolkien écrit comme ça une première phrase: dans un tronc vivait un hobbit. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est un hobbit? Et il a commencé à tirer ce fil-là et d'essayer d'imaginer ce que ça pouvait être, comment vivait ce peuple, etc. Mais on était au cours des années 30, c'est-à-dire à un moment où ça faisait à peu près 15 ans que dans son esprit mûrissaient, naissaient des légendes qui se rapportaient à un monde très ancien qui était le monde des elfes, un monde marqué par l'épopée et par des guerres. Et lorsque le Hobbit a été publié en 1937 un petit peu par hasard et que son éditeur lui a demandé la suite, on en a des traces dans la correspondance de Tolkien qui a été publiée en français. On a à peu près 700 pages de lettres de Tolkien, assez amusant puisqu'on voit Tolkien commencer plusieurs fois la suite du Hobbit et ne pas réussir. Se dire, bon alors, est-ce que je recommence avec Bilbo? Non, ça ne marche pas. Est-ce que je commence avec tel personnage? Et puis, parallèlement, on a gardé, Christopher Tolkien a édité, une lettre, un texte manuscrit où Tolkien notait plein de questions. Et à un moment donné, on voit apparaître, faut-il faire de l'anneau un élément important du récit? Oui. Et donc on a les traces de la genèse du livre qui en même temps partait d'un univers qui avait été esquissé à grands traits dans le Hobbit, mais en fait très peu, puisque le Hobbit c'est vraiment le livre pour la jeunesse publié par Tolkien, et pratiquement, en tout cas le seul publié de son vivant pour la jeunesse. À l'arrière-plan, un monde imaginaire esquissé dans ses grandes lignes pendant une vingtaine d'années, mais a priori sans rapport avec l'univers du Hobbit. Et puis, encore derrière, en fait, non seulement l'observation du monde réel, et on en parlait tout à l'heure lors de la première table ronde, c'est-à-dire on prélève des éléments dans le monde premier, on les recombine et ça donne un monde secondaire, ce que Tolkien appelle le monde secondaire. Il a théorisé ce genre de choses. Et d'ailleurs, on l'oublie souvent, mais le fameux livre de Bettelheim sur la psychanalyse des contes de fées, c'est vraiment un livre qui s'inspire énormément, pour ne pas dire plus, de l'essai que Tolkien a consacré aux contes de fées en 1939. Et je disais, il s'inspire du monde réel, mais surtout il s'inspire de la littérature. C'est-à-dire que l'œuvre de Tolkien, c'est vraiment une œuvre qui est faite pour ouvrir une fenêtre sur le passé littéraire européen. C'est quelqu'un qui a trouvé dans les récits merveilleux, romans ou fantaisie, un moyen de faire vivre et de rendre un hommage à la littérature qu'il aimait, en particulier la littérature vieille anglaise, Beowulf, donc qui, vous le savez, un petit peu l'équivalent de la chanson de Roland pour les Anglais, mais aussi les sagas nordiques, mais aussi les récits arthuriens. Et dans son esprit, le rapport au texte déjà existant et le rapport au monde réel sont à traiter de la même manière pour servir de point de départ à l'écriture d'un roman qui, en l'occurrence, Le Seigneur des Anneaux, a inventé son propre genre au cours de l'écriture, pour rejoindre ce que disait Régis. Merci Vincent. Christian? En fait, quand on utilise des éléments de la nature réelle, je dirais, on n'est jamais sans intention, c'est-à-dire, bon, on n'est jamais ingénu. Ce que l'on voit, c'est pas la nature telle qu'elle est, mais c'est la nature telle que notre culture nous l'apporte. Et en fait, les éléments de paysage que l'on utilise sont très souvent des éléments symboliques. Parce que sont attachés à la forêt, à la montagne, à l'océan, tout un arrière-plan de symboles avec lesquels nous pouvons jouer. Et donc, vous prenez par exemple le climat, si vous situez l'action dans un désert ou si vous situez l'action dans un désert arctique, il est évident que ça traîne derrière soi tout un pan par rapport, si on prend l'Arctique, c'est le froid, donc c'est la mort, donc voilà. Donc, on joue constamment avec ces symboles, soit en les utilisant, soit au contraire en les prenant à contre-pied. Bien, donc tout ceci est très intéressant parce que cela nous fait rentrer véritablement dans je dirais, les modules de création et les modèles de création évidemment de ces livres univers. Alors maintenant on va parler un petit peu des lecteurs. Parce que pourquoi finalement les mondes imaginaires fascinent-ils autant
ses lecteurs. Alors, quand je parle de monde imaginaire, je pense à ces univers qui sont créés, à ces cycles. On a un véritable succès de ces séries aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si Tolkien, par exemple, ça c'est une chose que j'ignore, hein, donc je pose très naïvement la question, si Tolkien a eu autant de succès lors de la parution du livre, et voilà, et pourquoi vous discutez souvent avec vos lecteurs, donc pourquoi les lecteurs sont-ils autant fascinés par ces mondes finalement, qu'ils soient fantasy ou science-fiction? On peut commencer par Tolkien. En l'occurrence, oui, le Hobbit a eu un succès immédiat, mais en littérature de jeunesse. Alors Tolkien a été très embêté, parce qu'en fait il écrivait pour ses proches. Alors ça a été le Hobbit pour les enfants, parce que son petit garçon Christopher, qui était particulièrement attentif, il retenait tous les prénoms des nains et la couleur de leurs vêtements, etc. Donc il a continué, mais Christopher a grandi. Et Le Seigneur des Anneaux a été écrit pour Christopher et pour son ami C.S. Lewis, hein, qui lisait les extraits, et à qui il est très reconnaissant de l'avoir aidé à terminer le texte. Mais Christopher Tolkien, lorsque J.R.R. Tolkien finissait Le Seigneur des Anneaux, avait entre 19 et 20 ans. Donc c'était pour un jeune adulte. Donc il y a eu une interaction avec des lecteurs premiers. Et après, ce qui est frappant quand on lit la correspondance de Tolkien, donc ses lettres, c'est la générosité avec laquelle il répond aux lecteurs. Donc quelqu'un lui demande d'en savoir un peu plus sur les cadeaux chez les Hobbits. Parce que vous savez, quand c'est votre anniversaire, c'est vous qui offrez les cadeaux. Et en fait, Tolkien répond par une lettre de 12 pages. C'est extraordinaire, c'est-à-dire, ah oui, tiens, je ne m'étais pas posé la question, je m'étais posé la question, mais je n'avais jamais écrit, donc j'arrête de faire ce que j'étais en train de faire, même si tous mes amis universitaires me disent de vite terminer mon article, parce qu'en fait, Tolkien, il faut le savoir, c'était un génie absolu en philologie. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un de ses anciens collègues quand j'étais à Cambridge, et qui m'a dit quel malheur que Tolkien ait passé toute sa vie à écrire des bêtises, quand on pense le puits de science que c'était, à quel point il aurait pu changer l'histoire de la philologie. En fait, il a changé l'histoire de la philologie. Mais Tolkien avait une sorte d'aura qui était équivalente à celle d'Umberto Eco, par exemple. C'est vraiment ça, hein, pour s'imaginer. Bon. Mais on n'empêche qu'il laissait un petit peu de côté ses articles, ses éditions savantes, etc., pour répondre aux lecteurs. Et cette forme de générosité, il en a joué à un moment capital que certains d'entre vous connaissent, qui est le moment où Le Seigneur des Anneaux est sorti aux États-Unis dans les années 60, dans une édition de poche pirate. Parce qu'il y avait une sorte de faille dans le copyright, et Tolkien a écrit à ses lecteurs américains en leur demandant de se mobiliser, parce que, non pas parce qu'il voulait gagner de l'argent, mais parce qu'il était malheureux à l'idée que l'édition qui paraissait soit aussi fautive, avec sur les noms des personnages, etc. Donc il ne voulait absolument pas que cette édition-là s'impose sur le marché. Et donc il a créé une interaction permanente avec ses lecteurs. Une édition officielle a été publiée avec les bons noms de personnages, une couverture catastrophique, peu importe. Mais l'interaction avec les lecteurs a été première dans son œuvre. Et on en a encore des traces maintenant, puisque vous le savez, il y a beaucoup de fanfiction qui concernent l'univers de Tolkien, et pas seulement Le Seigneur des Anneaux, mais c'est un univers qui, par les interstices et les ellipses temporelles, sur les milliers d'années que compte l'histoire de ce monde, ces ellipses-là nous invitent, nous lecteurs, à imaginer ce qu'on pourrait rédiger à partir de tel personnage ou dans tel épisode qui n'est pas raconté par l'œuvre de Tolkien.